Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré au thème de la confiance à la science. Peut-on encore faire confiance à la science ? Nos premiers invités sont Madame Pariente, Isabelle Pariente, vous êtes philosophe, vous êtes professeur à Aix, dans l'université d'Aix-Provence, Côte d'Azur. Vous avez publié Le droit, la norme et le réel au PUF. Vous avez publié Une philosophie de l'espace connecté, la réalité d'Internet. Vous êtes une des rares philosophes d'ailleurs qui travaille sur les transformations d'Internet et qui, en philosophe, s'interroge sur les transformations que ça occasionne. Et puis, vous avez publié un livre qui s'appelait Érasde chez Publinet. C'est votre plus récent bouquin. À côté de vous, Cédric Grimou. Bonsoir. Alors, Cédric Grimou, vous êtes historien, vous êtes professeur en préparation aux grandes écoles. Vous avez publié une histoire de la biologie et de l'évolutionnisme. On peut dire que pour vous, la théorie de l'évolution des idées, au fond, suit l'évolution biologique. Et vous êtes chercheur au Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, directeur de collection chez Ellipse. Et vous avez publié ce livre qui est Science et politique en France, de Descartes à la révolution des chercheurs. Et puis, une histoire des théories scientifiques, de l'extinction des espèces. Et puis, créationnisme, mirage et contre-vérité, ça va nous aider parce que le créationnisme, ça continue à exister aux États-Unis. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Et puis, vous venez de sortir un petit bouquin sur Lamarck. On aura peut-être l'occasion d'évoquer Lamarck. Voilà, alors je voudrais commencer par une première question, Isabelle Pariente. Méfiance vis-à-vis de la science va croissant. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait penser quand même que la science... elle a ses lettres de noblesse, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on devrait faire confiance à la science. Or, c'est l'inverse. Ça va déclinant, la confiance dans la science. On parle d'ailleurs de complot des scientifiques et des politiques en même temps. Alors ça, c'est toutes les analyses complotiques, évidemment. Et on peut se poser la question de savoir, ça a progressé pendant très longtemps, la confiance en la science. Et là, depuis 10 ans, ça va régressant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, première chose, on pourrait être déçu effectivement que dans un pays qui a quand même donné naissance à des formes de rationalisme extrêmement subtiles et extrêmement puissantes, voir que au fond la science recule parce que l'irrationalité reprend le dessus est évidemment un mouvement qui peut nous inquiéter. Bon, la première conjonction que je pourrais faire, disons la première connexion qui me vient à l'esprit à propos de ce recul de la science, c'est peut-être aussi toute la part positive qu'on accorde au hasard maintenant. On aime bien trouver par hasard, découvrir par hasard. On se glorifie de ce que par hasard on trouve sur Internet. Et je crois que la science, la rationalité sont des processus extrêmement lents, extrêmement difficiles, rigoureux, qui demandent des efforts, qui demandent du temps, du travail. Et qu'au fond, ces notions-là aussi sont en train de reculer. On se glorifie de ce qui est fait rapidement, par surprise, par hasard. Il y a certainement un lien, je dirais, entre ces deux situations. Cédric Grimou, pardon, Patrick Hudoret. Je voulais rebondir juste ce que vous dites, effectivement, cette découverte par le hasard, l'accident, ce qu'on appelle la sérendipité, absolument, et qui aujourd'hui effectivement est très en vogue, hein, cette fameuse sérendipité. Mais ce que vous dites, c'est qu'il ne faut pas en faire un système dogmatique, parce que là, ça peut être effectivement catastrophique, bien que la science y ait eu un large recours. Hein. Tout à fait, il y a eu des découvertes fondamentales qui ont été faites par hasard, effectivement. Fleming, la pénicilline, par exemple, le pénicillium. On s'est aperçu d'effets secondaires de médicaments qui sont finalement devenus leur effet principal et la raison pour laquelle on les utilise. Le hasard peut nous aider, mais on ne peut pas compter sur lui. Bien sûr. Cédric Grimou, alors en même temps, il y a un engouement des Français pour le paranormal. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que dans votre livre, vous évoquez ça, bien sûr, les parasciences, la voyance, la sorcellerie, l'astrologie. Alors, combien de gens qui sont pourtant d'un niveau intellectuel tout à fait, disons, important, vont voir l'astrologie. Il paraît d'ailleurs que le président Mitterrand, par exemple, était très féru d'astrologie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça signifie ? On estime autour de 40% les Français qui font confiance à leur horoscope. C'est-à-dire pas seulement qui le lisent, mais qui y croient quelque part.
Moi, je crois qu'il y a une faillite de l'enseignement, en particulier de l'enseignement public, de ce point de vue-là, qui a commencé autour des années 1990. Je crois que la génération précédente a pris pour acquis tous les héritages des Lumières, la pensée rationnelle en général, et qu'on ne reviendrait en quelque sorte jamais en arrière, oubliant que c'est à chaque génération qu'il faut recommencer complètement le travail avec les bases de justement ce que la pensée réfléchie et la pensée critique. Pasteur, par exemple, qui a beaucoup effectué des recherches d'exploration, il disait le hasard favorise les esprits préparés. Et c'est sûr qu'on peut saisir ce qu'il y a d'inattendu à condition qu'on en ait déjà calculé au préalable les enjeux. Et je crois beaucoup à cette notion d'effort, de travail, qui est malheureusement dépréciée dans notre société au profit de l'immédiateté, au profit parfois d'une certaine simplicité, à tort. Moi, j'ai été très étonné, par exemple, d'apprendre, en préparant cette émission, que 18% des Français croyaient, il y a 40 ans, à la sorcellerie, et qu'aujourd'hui, c'est 2 fois plus. C'est absolument incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire croire à la sorcellerie? Alors, vous me direz, je ne sais pas comment a été fait l'enquête, mais quand on lit une chose pareille, on se dit, c'est pas possible. Isabelle Pariente, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a certainement un biais, je dirais, dans la complexité d'analyser ces concepts de croire ou de confiance. Bon, qu'est-ce que ça veut dire croire en la sorcellerie? Voilà. Est-ce qu'on croit que ça existe, mais on ne pense pas l'avoir vu ni avoir été confronté? C'est purement théorique. Est-ce qu'on y croit dur comme fer et qu'on jette des sorts? Évidemment, on voit bien toutes les petites publicités qui nous sont distribuées et qu'on retrouve dans nos boîtes aux lettres. Avec les marabouts. Absolument. Voilà. Il y a une faiblesse, et je suis assez tentée de croire que cette faiblesse de la rationalité, effectivement, vient de l'instruction et du fait que nous incite-t-on suffisamment encore à faire usage de notre esprit critique? C'est-à-dire, qu'en est-il de l'héritage des Lumières? 26% des Français vont consulter des voyants chaque année. 26%. Un Français sur 4 donc consulte des voyants, alors qu'il y a seulement 30 ans, c'était 5% de moins. Donc ça va en croissant. Alors, faillite de l'enseignement, moi je veux bien entendre ça, faillite de l'éducation, mais ça ne suffit pas. Non, il y a 2 éléments à prendre en compte, je crois, très importants, qui sont le fait que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe, et les gens perçoivent cela, même de manière diffuse. Cette complexité, elle se traduit pour beaucoup de nos concitoyens par de l'angoisse. Et je crois que se tourner vers les parasciences, vers l'occulte, c'est une manière un peu simple, voire simpliste et naïve, de résoudre à moindre frais cette angoisse qui monte. Longtemps, justement, la science a occupé ce terrain, a permis de rassurer. Et ce qui s'est produit depuis les années 1970 à peu près, c'est que non la science en tant que processus associé au laboratoire, aux expériences, mais tout ce qui est lié les grandes entreprises, les laboratoires des grandes entreprises et la technoscience en quelque sorte. Elle a généré énormément d'angoisse. Pensez à Tchernobyl, la crise de la vache folle, le sang contaminé. Et il y a eu un effet d'accumulation qui a rejailli sur les savants, sur les chercheurs en eux-mêmes, alors qu'au fond, la défiance, elle devrait être surtout envers les mécanismes de régulation de la science, c'est-à-dire notamment du rôle de l'État qui s'est massivement désinvesti derrière des fonds privés, derrière des entreprises privées. Et c'est sûr que faire confiance à un chercheur qui est payé par l'État dans le cadre du CNRS, quelqu'un qui a toutes les chances justement de travailler objectivement, parce qu'il a peu de facteurs extérieurs qui peuvent le pousser à favoriser sa carrière, ses honneurs et son argent, c'est beaucoup plus sûr et c'est beaucoup plus rassurant que de faire confiance à un chercheur payé par un laboratoire. D'ailleurs, nous le savons, les études sur les essais cliniques, par exemple, quand ils sont administrés par les laboratoires, suscitent nécessairement une forme de méfiance. Mais celle-ci, elle n'est pas irrationnelle. Elle est tout à fait critique. Elle est même bienvenue. Et c'est vrai que poser la question de la confiance dans la science, c'est aussi poser la question de ces instances de légitimation. Et vous le dites très bien dans votre livre, d'ailleurs. En France, peut-être sans doute plus qu'ailleurs, d'ailleurs, l'État était pendant longtemps cette instance de légitimation, le chef d'orchestre, en gros. Vous remontez assez loin et on pense à la pension que Louis XIV octroyait à Cassini, par exemple, qui était quand même assez confortable. C'était un peu comme le mercato au football, c'était pour le garder en France, parce qu'il y avait des appels de l'étranger. Donc ça, c'était intéressant. Et on
on a l'impression qu'aujourd'hui, eh bien, ces instances de légitimation qui étaient l'université, aujourd'hui, quelle est la puissance symbolique de l'Académie des sciences, par exemple, par rapport à celle des mass médias. Donc il y a, quelles seraient aujourd'hui les instances de légitimation qui resteraient de la science? Alors on pense au prix Nobel, à la médaille Fields, à toutes ces choses très symboliques, mais en dehors de ça. Alors elles existent, Oui. mais elles ont changé d'échelle. Oui. Hein, c'est sûr que la communauté scientifique, notamment la communauté scientifique française, elle est très impliquée dans les organismes européens et internationaux, et heureusement d'ailleurs, que la coopération à l'échelle européenne, elle a beaucoup aidé, notamment dans la lutte contre la Covid-19. Hein, c'est avéré, les médecins le disent très clairement. C'est sûr que l'État en France avait endossé cette responsabilité depuis Colbert, Oui, Turgot. Colbert, On avait d'ailleurs une dimension technocratique, mais quelque part ça s'est un petit peu retourné contre l'establishment, on va dire, en particulier parce que vous avez cette dimension de rétention en fait par l'administration hein, du savoir. Les techniciens, les experts, comme on voit toujours aujourd'hui, hein, ils rendent des comptes aux dirigeants politiques. Hein. Les experts donnent leurs clés d'information et le responsable dirige. Mais quelque part, on a un déficit démocratique parce qu'il n'y a pas de lien plus direct avec le public, hein, sinon celle des élections hein, régulières auprès des dirigeants politiques. Donc il existe une demande de la part de la population de participation en plus de l'instruction. Isabelle Parien, je voudrais qu'on essaye d'affiner cette méfiance grandissante prétendument vis-à-vis de la science. Je me demande s'il ne faut pas opposer deux choses. C'est d'une part la question du symbolique, c'est-à-dire que dans le symbole de la science, nos concitoyens ont peut-être plus confiance qu'on ne veut bien le dire, dans la science abstraitement, le symbole scientifique. Et qu'en revanche, il y a quelque chose qui s'est passé dans la pratique de nos concitoyens en matière de lien avec la science. Le fait que dans l'enseignement, vous qui êtes philosophe, vous savez bien que vous vous êtes appuyé, bien sûr, sur l'enseignement scientifique et sur le rôle des sciences. Mais la plupart d'entre les gens qui ont fait, par exemple, des études littéraires, ils ont petit à petit appris à opposer lettres et sciences. Et donc à mettre la science très loin des lettres. Et dans la pratique, en conséquence, il y a eu une espèce de fantasmagorie autour de la science qui est de plus en plus éloignée, et donc on ne peut plus croire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là? C'est-à-dire, symboliquement, la science reste importante, mais pratiquement, dans la vie concrète, existentielle de chacun de nos concitoyens, eh ben, ça a beaucoup diminué. Ah mais tout à fait. Je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est déçu de la représentation qu'on a de la science. On s'attend, alors quand je dis on, c'est la doxa, hein, l'opinion commune. Bon, on voudrait que la science, ce soit la vérité définitive et qu'on sache quelle est la structure de l'univers, comment est apparue la vie, etc. Bon, ce dont on s'aperçoit, c'est que précisément le progrès scientifique consiste à modifier nos représentations, à remettre en cause ce qu'on croyait savoir, à changer de paradigme. Et je pense qu'il y a une énorme déception parce qu'on a cru pouvoir opposer les sciences dures et puis, alors les sciences qu'on ne disait pas molles, les sciences humaines, mais enfin dont il fallait bien entendre que c'était des sciences molles. À quoi je ne peux qu'objecter une vérité assez troublante, c'est que depuis Aristote, la morale a moins changé que la physique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces sciences dures auxquelles on veut faire confiance, qui doivent nous dire comment nous représenter le monde et ne plus en changer, et on voudrait savoir une fois pour toutes comment est fait l'univers. Et puis, on s'aperçoit que finalement, la physique ne cesse de changer, et c'est son travail, c'est le mode de la progression scientifique. Du coup, on est perdu, parce qu'on croyait que la morale, c'était la chose la plus relative qui soit. Et je pense qu'au fond de tout ça, le grand problème, c'est le relativisme. C'est-à-dire qu'on on s'abrite derrière l'idée que toutes les opinions se valent, qu'au fond, on ne peut pas s'en tenir à une vérité définitive. Ce qui est vrai, mais ça ne veut pas dire que toutes les opinions se valent. Et là, on bute sur la contradiction interne du relativisme. C'est vrai, donc ce que vous dites, effectivement, les sciences accouchent souvent de savoirs qui ne sont que provisoires. On l'a vu au cours des siècles, bien évidemment. Et vous le dites, les sciences génèrent des savoirs qui, loin s'en faut, n'ont pas le même degré de certitude, bien évidemment. Et donc, il y a toujours ce fond de scientisme, pardon, mais du monsieur Homais de Flaubert, hein, qui voudrait se rassurer à tout prix par un positivisme
absolutiste, je dirais même, et qui finit par être déçu par le manque de perfection de cette science. Et si je me réfère à Kant de mémoire, donc l'intelligence se mesure au nombre de certitudes qu'un cerveau peut supporter. Il y a quand même beaucoup de contradictions là à l'œuvre. Oui, parce qu'il faut garder le curseur au bon endroit. Hein. La méthode scientifique présuppose le doute critique. Et effectivement, on ne doit pas croire quoi qu'on nous dise, surtout si on nous l'affirme avec beaucoup d'aplomb. Nous devons garder une distance critique. Mais évidemment, tout remettre en question en permanence, ça conduit à ne croire en rien. Et à conduire n'importe quel groupe sectaire à privilégier sa vérité, entre guillemets, hein, comme si justement on pouvait l'opposer à celle des autres. Or, les mathématiques sont un langage universel, les connaissances scientifiques sont vérifiables par-delà les frontières, et c'est ça justement qui donne un socle permettant aux différents peuples de la Terre de travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la communauté scientifique, elle est universelle, elle a vocation en tout cas à être mondiale, et qu'il existe cette publicité indispensable de la connaissance scientifique. Oui, c'est ça. Et quand on parlait tout à l'heure des grands laboratoires ou des grandes entreprises aussi dans le domaine spatial, dans le domaine de l'informatique, qui, logiquement, pour des questions de brevets et de concurrence économique, gardent secrètes des informations, ça entrave directement la question de cette publicité indispensable des connaissances et des protocoles, notamment à des fins de vérification. Comment vérifier une connaissance qui est gardée par devers soi ? Alors justement, là, on va toucher un exemple quand même très très récent, qui est la question du Covid. Est-ce que vous ne croyez pas que ce qui s'est passé avec le Covid, au fond, une maladie que tout un chacun n'avait pas prévue, et qu'en conséquence, sur laquelle on ne sait pas grand-chose, on a appris petit à petit, mais sur laquelle, au début, on ne savait rien, ça a, au fond, beaucoup affecté les scientifiques dans l'esprit de nos concitoyens. Parce qu'ils ont vu des scientifiques avoir des points de vue extrêmement différents sur la maladie, sur ses effets, sur la manière de la soigner, pour ne pas parler du fait que les vaccins commencent à apparaître, il y a plusieurs vaccins avec des pistes absolument différentes, et que cette pluralité de solutions scientifiques interroge le positivisme, c'est-à-dire les gens qui croient que la science, d'une façon unique, peut répondre aux problèmes, non ? Isabelle Pariente. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est apparu très clairement avec la question du Covid, c'est que on a tous été un peu bouleversés et secoués par le fait que constamment des consignes contradictoires nous étaient données. Bon, au début de l'épidémie, il fallait pas mettre de masque, sauf si on était malade. Maintenant, il faut le mettre tout le temps. On se demande s'il faut le mettre dans la rue ou pas, etc. Et on voudrait pouvoir se tourner vers la figure du scientifique en lui demandant de nous dire la vérité, de nous rassurer, de nous dire comment nous comporter. Mais ça, de toute façon, c'est pas la posture du scientifique. Je crois qu'il y a une espèce de représentation un peu paternaliste du scientifique tout-puissant. On sait très bien que quand on va voir un médecin... Magique même, oui, pour absolument. faire référence à des savoirs irrationnels. Oui, tout à fait. Il y a une espèce d'irrationalité du rapport à la science qu'elle ne peut pas satisfaire parce que on sait très bien que si on va voir deux médecins, ils auront sans doute deux diagnostics différents et que c'est à nous de choisir comment on se fait soigner aussi. Il y a un usage de notre propre raison à faire. On ne peut pas s'attendre à ce que le scientifique résolve tous nos problèmes et surtout pas des problèmes pratiques. Mais attendez, est-ce que c'est parce que c'est la biologie ou bien est-ce que c'est parce que toutes les sciences relèvent de ce point d'interrogation ? Alors, je pense que toutes les sciences relèvent de ce point d'interrogation et que la biologie, pour nous, est plus sensible. Maintenant, qu'il y ait des nouvelles maladies qui apparaissent, qu'on soit confronté à des épidémies qu'on n'avait pas prévues, on le sait depuis très longtemps, voilà, absolument. Sous le soleil. Et quand Guillaume l'a écrit il y a assez peu de temps, finalement, enfin, on n'a pas à être surpris de ça. Ce qui m'a frappé dans les débats dans les grands médias, ce n'est pas tellement, et c'est même pas du tout, de voir des médecins ou des scientifiques qui avaient des propos opposés et défendaient des théories opposées. Parce que ça, c'est la marche normale de la science en train de se faire. Les scientifiques sont d'accord sur, oui, la science qu'on enseigne à l'école, parce que ça, c'est une science qui est déjà confortée depuis très longtemps. Elle est un peu fossilisée, cette science-là. Non, c'est qu'il n'y a pas eu de débat critique, notamment avec des historiens des sciences, des philosophes, des spécialistes des sciences humaines, qui puissent relativiser ça. J'ai entendu, il y a très peu, une connaissance qui me disait, moi, je n'arrive pas à croire qu'une épidémie arrive aussi soudainement, comme cela, si ça n'est pas lié à l'intervention de l'homme ou alors carrément d'une puissance surnaturelle. Vision complotiste s'il en est. Oui, mais en fait, l'histoire des sciences en est pleine justement de ces histoires d'épidémies. Et justement, le choléra de 1832, il est apparu comme une maladie nouvelle, très subite, avec des pics épidémiques à répétition.
Bon, voilà, là, c'est quelque chose de facile, en ou fait, la à grande transmettre. peste que certains ont Oui. imputé justement aux Juifs, on parlait des communautés juives au Moyen-Âge, et bien aux Juifs, qui est une manière absolument incroyable, irrationnelle, justement, de faire peser ce joug sur une communauté. Donc c'est... C'est du complotisme élémentaire. Oui, non c'est du complotisme élémentaire. En 1832, les classes ouvrières parisiennes croyaient que c'était un empoisonnement par les riches, ce qu'on entend aussi quelque part aujourd'hui. Et c'est quand le Premier ministre Casimir Perier est mort que, du coup, ce complotisme-là a disparu. Alors, vous venez d'écrire un livre sur Lamarck. Je voudrais vous entendre à ce propos, parce que Lamarck, c'est bien sûr l'hérédité des caractères acquis. Et en même temps, je dirais que, d'une certaine façon, la capacité du vivant à mettre ses fonctions en accord avec l'influence de son environnement. Et d'une certaine façon, est-ce que Lamarck ne nous permet pas de lutter au moins contre le créationnisme et contre le fixisme? C'est très compliqué comme question, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Fondamentalement, le créationnisme, ce n'est pas une affaire scientifique, c'est une affaire politique, c'est une affaire d'intrusion rappelons ce que c'est le créationnisme, c'est le fait de croire que Dieu est à l'origine de tout. Des espèces telles qu'elles existent aujourd'hui. Que le monde s'est créé en 7 jours. Voilà. C'est une lecture littérale de la Bible. De la Bible ou du Coran, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créationnistes musulmans, en France comme ailleurs. Hein. Ouais. D'ailleurs, il y a une internationale aux États-Unis et en Turquie. Alors les créationnistes s'entendent et ça s'invite mutuellement depuis déjà une vingtaine d'années. C'est une affaire profondément politique de question de présence des institutions religieuses. Je ne parle pas de la foi, je parle vraiment des institutions humaines sur la scène politique, pour occuper le terrain politique. Et donc de remise en cause, notamment de la laïcité à la française. Ça rejoint des débats de l'actualité contemporaine. Lamarck, il a été confronté à la difficulté des preuves qui étaient indirectes sur l'évolution. Parce qu'on ne peut pas, enfin en tout cas jusqu'à récemment, on ne pouvait pas expérimenter sur le vivant avec une suffisante échelle de temps pour démontrer visuellement, en quelque sorte, que l'on peut transformer les espèces. Aujourd'hui, c'est possible en laboratoire. De nouvelles espèces ont été produites. Donc, c'est un fait expérimental, observé dans plusieurs conditions, d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui a été possible grâce au progrès scientifique depuis 200 ans. Isabelle Parignac, est-ce que vous ne croyez pas que le créationnisme justifie du fait que pour beaucoup de vivants sur cette planète, il y a au fond un ordre politique des choses, et puis il y a un ordre religieux. Et que, au fond, très souvent, on apprend dans certains milieux sociaux que l'ordre religieux l'emporte. Et qu'à partir de là, je dirais, les scientifiques peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est l'ordre religieux qui prédomine, non ? Oui, c'est bien possible, effectivement. Ce à quoi on assiste très nettement, c'est un recul de la possibilité de débattre. En fait, les choses vont de plus en plus vite. Alors, on peut... Bon, je dis ici, ça tombe mal, évidemment, puisqu'on a le temps de débattre ici, mais c'est vrai qu'en général, on n'a pas le temps de débattre. Ce qu'on voit dans l'espace social, l'espace public, l'espace politique, qui doit être un espace d'argumentation et de contre-argumentation, c'est maintenant des arguments de plus en plus rapides. C'est une pensée par slogan. Moi, c'est ça qui me choque beaucoup aussi. C'est cette espèce la rhétorique du slogan, absolument. Qui est terrible, qui est vraiment une condensation. Ouais. Alors, certains sont plus habiles que d'autres à le faire, vont faire entendre davantage leur voix. Et puis, ce qu'on veut, c'est du prêt-à-penser, en fait. Voilà. Et, qui va nous l'offrir, ce prêt-à-penser ? Prêt-à-penser qui s'exprime par punchlines, des choses qui sont extrêmement courtes et donc extrêmement réductrices. C'est la pensée en vrac, ce qu'on peut appeler la pensée en vrac. Et donc, le problème, c'est l'utilisation qu'on fait du langage, je pense. Oui. Alors, dans votre livre, M. Grimouille, ça m'a frappé, c'est qu'il y a une évolution historique que vous signalez depuis la Libération, qui est assez intéressante. C'est-à-dire qu'au fond, la France était, au niveau de la Libération, elle s'est ouverte sur l'extérieur, et puis vous montrez qu'ensuite, ça a été un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'au fond, on est resté sur les découvertes scientifiques internes, spécifiques, qui pourraient expliquer la progression extraordinaire de la mise en cause de la science. Il y aurait au fond des raisons historiques à ça, en France. La science, elle est inscrite dans une société, de toute façon. C'est la société qui finance, c'est la société qui encourage ou qui met des bâtons dans les roues. C'est vrai que depuis les années 1970, la récession économique a beaucoup affecté les financements
Les objectifs de l'an 2000 pour l'Union européenne, c'était en gros 3% du produit intérieur brut pour la recherche fondamentale. On est passé en une décennie de 2,7 à 2,2%. Le dernier rapport officiel de 2017, c'est 2,2% du PIB. Tout ne se résume pas aux questions d'argent, on est bien d'accord. Mais la révolte des chercheurs qui a plus ou moins commencé en 2004 et qui continue aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a une grande précarisation des statuts dans l'université, la remise en cause des conseils nationaux d'université, les CNU. Aujourd'hui, c'est une crise majeure dont les grands médias parlent extrêmement peu. La recherche, elle a besoin... Les chercheurs, ils ont besoin de laboratoires, c'est évident, ils ont besoin de temps pour eux. Donc il leur faut des plannings de financement qui leur assurent au moins un lendemain. Sinon, c'est pas compliqué, ils s'en vont à l'étranger. Et aujourd'hui, il y a des pays qui ont une beaucoup plus forte croissance économique, qui sont des véritables aspirateurs à cerveau. Donc ça aussi, ça contribue à une érosion. Tout le monde connaît plus ou moins des noms de grands joueurs de foot. Et qui sait qu'Emmanuelle Charpentier a été prix Nobel de chimie en 2020, que c'est une grande chercheuse française et qu'elle fait la gloire de notre nation? Pourquoi on n'a pas des émissions partout sur les chaînes grand public comme on parle de Marie Curie ou de Pasteur, par exemple? C'est tout à fait crucial. En plus, elle a découvert des mécanismes qui permettent d'intervenir directement sur le patrimoine génétique en facilitant de manière considérable l'ingénierie génétique. D'accord, mais ça c'est le constat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les raisons que vous donnez. Par exemple, quand vous expliquez comment à un moment donné, dans notre pays, mais comme à l'échelle internationale, la sociobiologie a triomphé, est-ce qu'on n'a pas eu au fond un moment, notamment en France, dans les années 70, de triomphe d'un certain positivisme qui a empêché la mise en cause de la science, le débat sur la science. Tout à l'heure, Isabelle Parien parlait du débat sur la science. Et en conséquence, ça a figé les points de vue et donc empêché la population de croire vraiment que la science, c'était compliqué, ça avançait par saut, etc. Non, mais c'est compliqué ce qui se passe. C'est en lisant que je me suis dit ça. Oui, mais il y a ce qui se passe dans les institutions, effectivement, et il y a ce qui se passe auprès du grand public. Et ce divorce-là, il est patent aujourd'hui, et il vient, de plein de facteurs cumulés. Je crois que il n'y a pas juste une cause, on ne peut pas accuser juste même l'État de ne pas assez financer les laboratoires. Oui, ça intervient, ainsi que d'autres choses. Je parlais de la complexité de notre monde tout à l'heure, de notre société, et de l'omniprésence en fait du facteur risque. Est-ce qu'on donne les moyens au public justement d'apprécier ce que ça veut dire le risque? Les mathématiques de la statistique et de la probabilité, par exemple, plutôt que des théorèmes de géométrie qu'on a juste à appliquer de manière déductive. Oui, ça sont deux visages de la science, deux méthodologies tout à fait respectables, mais évidemment, il y en a une qui permet de mieux mettre en question et de mieux comprendre en fait le fonctionnement de notre société. Donc là, vous posez le problème essentiel de l'apprentissage. Oui. Et donc, le problème de l'école, j'ai encore lu tout récemment, il y a des études qui sortent qui montrent que le niveau de mathématiques des élèves de CM1 et CM2 en France est catastrophique, par rapport bien en dessous du niveau moyen européen. Idem pour l'enseignement des sciences, où on voit très bien, il y a réalité terrain. Dans les faits, seuls 20% des professeurs des écoles traitent l'intégralité du programme. Les enseignants consacrent en moyenne 56 heures par an aux sciences et technologies, loin des 72 heures prévues sur le papier. Donc, il y a justement, Isabelle Parien, vous qui avez travaillé sur l'informatique, est-ce que vous ne pensez pas que ce formidable développement technologique, devrait relancer une réflexion scientifique? Non, c'est merveilleux. Pour essayer de comprendre au moins comment ça se passe. De toute façon, je pense que l'informatique, dans la mesure où c'est une technique, il est neutre. On trouve sur Internet ce qu'on y cherche, c'est-à-dire si on veut se cultiver, visiter des musées ou apprendre des théorèmes mathématiques, on les trouve. Et puis si on veut plonger dans les abîmes de bêtises dont malheureusement l'homme est capable, on peut aussi y plonger tête la première. Alors cette neutralité de l'outil informatique ne nous met pas du tout à l'abri et ne nous permet pas d'espérer des lendemains meilleurs. En fait, c'est toujours, à mon avis, notre recherche et nos efforts qui vont les orienter. Moi, je suis très frappée d'une chose, et qui est sans doute pas la cause, qui est plutôt un symptôme, c'est que dans les cours de récréation, se faire traiter d'intello, c'est l'insulte. Voilà, c'est épouvantable. Bon, il faut qu'on s'inquiète de ça. Là, il y a quelque chose C'est le moins qu'on puisse faire, effectivement. Ouais. Il y a quelque chose sur quoi il faut qu'on
réfléchi. Depuis quand intellectuel est-il devenu une insulte? Et ne parlons pas des réseaux dits sociaux. Enfin, voilà. Monsieur Grimaud. Je propose une autre grille de lecture pour la causalité, en prenant beaucoup de recul. Les périodes de grands progrès scientifiques sont généralement ceux d'une intense compétition internationale. Et en particulier, le recul du créationnisme aux États-Unis dans les années 60, il correspond au pire moment de la guerre froide et surtout de la conquête de l'espace. Aujourd'hui, la Chine, même l'Inde, relance très activement la course aux armements, pour l'espace, pour les médicaments. Et ça peut être une occasion justement pour les pays d'Occident de relever le défi. Merci à tous les deux. Alors, je voudrais rappeler que Isabelle Parient est l'auteure de ce livre qui s'appelle « Philosophie de l'espace connecté, la réalité d'Internet », qui est aux éditions du Bord de l'eau, et Le droit et la norme et le réel aux presses universitaires de France, et que Cédric Grimaud, c'est surtout sur ce livre-là que j'invite nos téléspectateurs, disons, à vérifier tout ce que nous avons dit, « Science et politique en France, de Descartes à la révolte des chercheurs » aux éditions Ellipse. Merci. Et donc à Lamarck, qui vient de paraître. Merci. Peut-on encore faire confiance à la science? Deuxième partie, sur le grill, Jean-Michel Beignet face à Michel Morange. Alors Jean-Michel Beignet, vous êtes agrégé de philosophie, professeur émérite à la Sorbonne. Vous avez publié un très grand nombre de livres, mais notamment ce livre qui s'appelle « La croisée des sciences, question d'un philosophe ». C'était publié aux éditions du Seuil. Et puis « Les robots font-ils l'amour » chez Duno, « Une histoire des idées » chez Ellipse. Et puis, L'homme simplifié, chez Fayard, vous êtes intéressé à tout ce qui, au fond, nous menace avec ce que de prétendus scientifiques nous annoncent si on avait l'homme augmenté. En face de vous, Michel Morange. Michel Morange, bonsoir. Vous êtes professeur de biologie à Paris 6 et à l'ENS. Vous êtes directeur du Centre Cavaillès d'Histoire des philosophies des sciences. Et puis, vous avez publié une histoire de la biologie moléculaire à la découverte. Les secrets du vivant, aussi à la découverte. Et puis La vie, l'évolution, l'histoire. C'est un livre que vous avez publié chez Odile Jacob. Alors je voudrais commencer par vous poser la première question. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de l'atmosphère idéologique dans laquelle nous sommes, qui fait que le succès d'Harry Potter, par exemple, et de ses amis magiciens, la saga médiévale du Seigneur des Anneaux, si on réfléchit à l'alchimiste de Coelho, si on réfléchit à la réécriture de l'histoire du christianisme avec le Da Vinci Code, est-ce qu'on n'est pas en face, au fond, finalement, d'une atmosphère idéologique qui met en cause la science, Jean-Michel Beignet? Je dirais que c'est pas très nouveau, ça, parce que moi, j'ai encore les yeux fixés sur la revue Planète. Powells. Planète, Oui. Louis Powells, et Bergier, qui avait publié ce best-seller qui s'appelait Le Matin des magiciens. Ça a été un événement important, qui avait quelque chose à voir avec la contre-culture américaine de l'époque. De quoi s'agissait-il? Il ne s'agissait pas de disqualifier la science, il s'agissait de souligner le fait que la science n'était pas un empire dans un empire, n'était pas un phénomène isolé. La science participait d'une ambition de comprendre le monde qui devait mobiliser autre chose que la science. Les spiritualités orientales, la littérature, Asimov, enfin, etc. À l'époque, on était plutôt dans une démarche syncrétique à l'égard des savoirs, en disant, voilà, on doit faire flèche de tout bois, tout doit pouvoir contribuer à nous rendre le monde de plus en plus familier, ou en tout cas de moins en moins opaque. Alors aujourd'hui, on est en train effectivement de s'interroger en termes de confiance, mais quand on y réfléchit un petit peu, la science telle qu'on en a l'idéal lorsque on a reçu l'instruction de la Troisième République, de l'école de la Troisième République, la science ne devrait pas avoir quoi que ce soit à voir avec la confiance. La confiance, c'est de l'ordre de la foi.
La science, c'est de l'ordre du savoir. Au XVIIIe siècle, on opposait massivement la foi et le savoir. Kant a voulu limiter le savoir pour laisser place à la foi, dans la critique de la raison pure. À chaque fois, il s'agissait d'ordres différents. Or, aujourd'hui, on est tenté d'interroger la science avec les valeurs de la foi. Et c'est ça qui est étrange, et c'est ça qui est un petit peu biaisé. Faire confiance à la science, il y aurait là une espèce de démission. Si je fais confiance à la science, c'est que je me refuse à vérifier, au fond, ce que les scientifiques avancent. Je leur donne un blanc-seing. Voilà, je suis dans une posture, moi, de non-savoir, et je dis aux scientifiques, débrouillez-vous pour me rassurer, me donner les certitudes dont j'ai besoin. Or, aujourd'hui, si la question de la confiance dans la science se pose, c'est sans doute que les citoyens que nous sommes ne peuvent plus se laisser déposséder par l'initiative qui incombe aux scientifiques. Et c'est ça la chose nouvelle. Et c'est pas indifférent, évidemment, aux technologies d'Internet dont vous parliez tout à l'heure avec Isabelle Pariante. On a vu monter en puissance ce qu'on appelle les profanes sachants. Le profane sachant, c'est celui qui s'est constitué un savoir qui fonctionne désormais comme une opinion qu'il peut ventiler sur les réseaux sociaux, mais il a des informations, des données qui ont une cohérence à ses yeux suffisante pour faire office de corpus scientifique. Bon, c'est cette conjoncture-là, je crois, qui est très présente. Donc, d'un syncrétisme volontiers cultivé dans les années 1970 à aujourd'hui une espèce de mise en cause, de mise en question de l'hégémonie du scientifique, parce que c'est au fond de cela qu'il s'agit. Le profane sachant, ce qu'il récuse, c'est la transformation du scientifique en expert. C'est cela aussi dont il nous faut parler. Est-ce qu'un scientifique qui devient expert reste un scientifique ? Les chercheurs se posent cette question-là aujourd'hui. Est-ce qu'un scientifique dont on sollicite le savoir à des fins d'action et de décision politique reste un scientifique ? Michel Morange, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Parce que, à vous lire, et je pense à la philosophie de ce que vous avez écrit sur la biologie, on a l'impression parfois qu'on est en face d'un savoir donné, et qu'en face de ce savoir donné, au fond, à genoux, sinon il n'y a pas de salut. J'espère que je ne donne pas cette impression dans mes livres. Non, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel que je ne crois pas que la littérature un peu fantastique soit une réelle menace. La menace, elle est ailleurs. Mais je la vois surtout à un niveau à la fois politique et économique. Alors, économique, on reviendra dessus, je pense, avec la notion d'expert et donc ce lien entre la science, la technologie, l'économie, qui, à mon avis, pose effectivement énormément de problèmes. L'autre aspect, c'est l'aspect politique. On a vu apparaître, il y a quelques années, des déclarations comme quoi il n'y avait pas de faits objectifs, qu'il y avait des faits alternatifs, des vérités alternatives, et que chacun était libre, en quelque sorte, d'adhérer à l'une ou à l'autre. Peut-être un exemple pour illustrer de manière assez simple cela, qui m'a frappé depuis des années, c'est compter le nombre de manifestants. Quand j'étais jeune, comme on dit dans les contes il y a bien longtemps, on nous donnait des chiffres, les journalistes donnaient des chiffres des participants à une manifestation. Et puis c'est une tradition qui a été abandonnée au bénéfice d'une autre tradition qui était de dire la police dit qu'il y a eu tant de manifestants, les organisateurs nous donnent une autre valeur. Et puis, on laissait l'auditeur ou le téléspectateur devant cette double vérité. Et puis,
heureusement, depuis peu, il y a une réaction où certaines radios ou certaines télévisions prennent des spécialistes qui essaient d'évaluer effectivement le nombre de personnes qui étaient présentes. Alors, c'est intéressant parce que c'est très difficile, mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est difficile d'évaluer le nombre de manifestants que c'est absolument impossible. Quand vous laissez quelqu'un devant 2 chiffres, vous ne lui apportez aucune information. Au fond, il a le choix entre 2 chiffres donnés ou par les organisateurs ou par la police, qui visiblement ont de forts risques d'être biaisés pour des raisons divergentes. Or, il y a quand même une réalité. Il y a eu un certain nombre de personnes qui ont effectivement participé. Et pourquoi, au fond, les médias, les grands médias avaient renoncé? J'imagine parce qu'ils se sont heurtés justement à des oppositions de type politique, venant de bords très différents, comme on peut le voir, mais qui étaient évidemment, disaient non, les médias mentent, il n'y avait pas tant de manifestants, il y en avait tant, nous les avons comptés, nous en sommes certains. Et je pense que c'est quand même un des nœuds du problème. Heureusement, nous avons eu 4 ans de présidence aux États-Unis avec Donald Trump, et je pense que ces 4 ans ont quand même révélé ce à quoi conduisait cette idée qu'il y avait des sortes de faits alternatifs ou de vérités alternatives. Est-ce qu'il n'y a pas 2 ordres de problèmes? C'est-à-dire, d'une part, le fait de savoir si quelque chose est vrai ou non. Et là, de ce point de vue, par exemple, les gens qui disent que la Terre est plate, on a quand même beaucoup d'expérience. On sait, la science a démontré que la Terre n'est pas plate. Là, on est en face d'une vérité et d'une contestation de la vérité. Et puis, au niveau de la recherche, il y a d'autres problèmes qui se posent. Et il peut y avoir des points de vue différents, voir les points de vue sur le Covid. Avec des points de vue différents parce que c'est quelque chose de neuf et que les chercheurs débattent et sont en contradiction. Et de ce point de vue, ce que disait Jean-Michel Beignet sur l'expertise est intéressant parce que est-ce que l'expert scientifique n'est pas dominé par le politique, d'une part, et aussi par l'économique, comme vous l'avez dit vous-même, Monsieur Morange, et donc l'économique et le politique qui expliquent que l'expert, au fond, perd contact avec ce qui est la spécificité de la recherche scientifique pour, au fond, entrer dans un domaine politico-économique, non Jean-Michel Beignet. Ah ben oui, je pense que l'expert perd le terrain de l'argumentation critique qui est le sien lorsqu'il est parmi ses pairs dans la constitution de la preuve scientifique. En tant qu'expert, il est supposé détenteur d'un savoir qui doit pouvoir s'appliquer dans une décision, dans une prise de décision politique. Donc il y a une espèce de réduction du paquet d'ondes de ses connaissances qui lui enjoint de cesser d'être dans la disposition critique qui est celle du scientifique. En épistémologie, on invoque souvent Popper, Karl Popper, qu'on associe à quelqu'un qui a cherché à savoir qu'est-ce qui est scientifique, qu'est-ce qui est au fond scientifique. Et la réponse de Popper a été de dire qu'une attitude scientifique consiste à chercher non pas la vérité, mais la fausseté, ou plus exactement, à tester des théories scientifiques pour tâcher d'y traquer non pas la vérité, mais la fausseté. Une théorie scientifique, c'est une théorie qui est falsifiable, qui est réfutable. Si on ne peut pas réfuter une théorie scientifique, elle ne l'est pas. Le marxisme n'est pas scientifique parce qu'il n'est jamais réfutable. La psychanalyse n'est pas scientifique parce qu'elle n'est jamais réfutable. Le psychanalyste a toujours de bonnes raisons à mettre en avant pour expliquer que vous ne croyez pas à la psychanalyse. Ça a été très important dans l'histoire des sciences, cette théorie de la falsifiabilité, parce que on en a conclu que la vérité n'était pas un objet qu'on puisse atteindre, c'est un objet qu'on approche toujours, mais de manière toujours provisoire. Les théories sont vraies tant qu'elles ne sont pas fausses, tant qu'elles ne sont pas réfutées.
hein. Et c'est précisément cette réfutabilité toujours possible d'une théorie qui est l'indice de la scientificité. C'est très important parce que, juste après Popper, il y a des gens qui sont passés à la limite. Hein. L'un des élèves de Popper s'appelle Paul Feyerabend, un personnage Travailler sur la méthode. assez fantastique. Hein. Il a travaillé contre la méthode. Son livre s'appelle Contre la méthode. Et c'est d'une théorie anarchiste de la connaissance. Donc c'est un anarchiste dans la connaissance. Et il a pris l'exemple de Galilée. Galilée, dont on a fait le père de la science moderne, supposé avoir une méthode, etc. Et ce que montre en historien des sciences Feyerabend, c'est que ce n'est pas du tout ça. Galilée, c'est un type qui a fonctionné au coup de force. Au coup de force. Il a inventé, effectivement, un certain nombre de choses. Il avait une lunette astronomique, devant laquelle il a fait défiler quantité de sommités qui ne voyaient rien, qui ne voyaient pas du tout les taches du Soleil que Galilée prétendait leur montrer, qu'ils ne voyaient rien, mais qui se sont laissés convaincre. Hein. C'est un coup de force. Hein. Et ils sont sortis de chez Galilée avec la croyance que Galilée leur avait inoculée. Hein. Et c'est extrêmement important parce que ça a marché, ça. Mais ce coup de force prouve bien que la science ne fonctionne pas fondamentalement à la conviction, mais à la prise de pouvoir. Et Feyerabend, pour conclure sur lui, a conclu de tout ça que finalement la science, c'est une mythologie comme une autre. Une mythologie, c'est une conception du monde qui rend compte des phénomènes naturels. Hein. Toute mythologie vous explique pourquoi il pleut, pourquoi il neige, pourquoi il y a du vent, pourquoi ceci, pourquoi cela. Hein. Eh bien, Feyerabend dit la science occidentale, c'est une mythologie comme une autre qui a un avantage sur la première mythologie venue, c'est qu'elle a su s'associer les puissances économico-politiques dont elle a eu besoin pour s'installer. Donc si la science occidentale, c'est mieux que la mythologie des Indiens Bororo, hein, c'est simplement parce qu'il y a la force de frappe de l'économique et du politique. Michel Morange, en vous lisant, je me suis demandé si, au fond, on n'avait pas une carence dramatique dans l'enseignement en France, qui était l'enseignement des sciences. Parce que l'enseignement de l'histoire des sciences manque. Et que si on nous enseignait, comme vous l'avez fait dans votre livre, ce qu'était l'histoire des sciences, eh bien on aurait la compréhension des étapes successives, de la manière dont les savants ont procédé, etc. Et on comprendrait mieux ce qu'est la science. Mais comme on nous l'explique quelquefois en disant justement la science c'est ça, on n'explique pas les débats qu'il y a à l'intérieur de la communauté scientifique, on n'explique pas comment une nouvelle idée est venue scientifiquement, et que ça manque. Je suis tout à fait d'accord. Vous ouvrez une énorme boîte. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet parce qu'effectivement, il y a un manque complet de l'enseignement de l'histoire des sciences de manière générale et en particulier aux scientifiques qui seront amenés eux-mêmes à faire de la science. Comme vous le disiez, on n'apprend pas au fond comment la science s'est constituée. Et pourtant, c'est passionnant parce que ce n'est pas seulement scientifique. Si on entre vraiment dans l'histoire des sciences, si on veut faire une histoire des sciences complète, entre guillemets, on est obligé de parler de l'époque, on est obligé de parler des idées, on est obligé de parler des technologies de l'époque, on est obligé de parler des réseaux de régulation. Donc en fait, l'histoire des sciences est passionnante parce qu'elle nous replonge dans l'histoire entière d'une époque. J'ai toujours regretté d'ailleurs, quand je parlais à des professeurs de lycée, je leur disais, mais ça sera un domaine où vous devriez vous mettre à plusieurs entre les professeurs d'histoire, les professeurs de sciences, essayer ensemble d'élaborer justement un enseignement commun. Par exemple, vous parleriez de Mendel, puisque je crois que ça avait été un des sujets mis en terminale il n'y a pas. Et puis vous diriez, ben Mendel, pour moi historien, Mendel, il est en Moravie, la Moravie, etc. C'est à l'époque, c'est une province. Donc remettre tout ce cadre. Donc il y a tout cet aspect-là. Et puis il y a celui que vous évoquiez aussi, qui est que
effectivement, on voit comment les idées nouvelles apparaissent, comment elles sont critiquées, comment elles finissent par triompher, avec quel soutien ou quel support, etc., etc. Alors ça pose... Maintenant, peut-être faut-il dire un mot, parce que, puisque ça a l'air si évident que ça serait intéressant, pourquoi on ne le fait pas? Oui, pourquoi oui. Première réponse, parce que quand vous demandez à des scientifiques ou à des enseignants scientifiques, ils vous disent on n'a déjà pas le temps d'apprendre les fondamentaux de la discipline. Si en plus on devait parler de l'histoire de la discipline, eh bien, il faudrait qu'on sacrifie des pans entiers de la connaissance scientifique. Donc c'est la question souvent qui est mise au premier plan. Alors il y a plus pervers, il y a aussi l'idée qui s'est répandue beaucoup dans je pense, une grande partie de la population, c'est que la connaissance scientifique change en permanence. Comme elle change, à quoi servirait d'apprendre les connaissances scientifiques du passé? Puisque, même d'ailleurs du présent à la limite, puisque de toute façon, ça ne sera pas les connaissances de demain. Donc finalement, ça déprécie l'histoire, puisque tout se transforme si vite que, revenir un peu en arrière, ça n'a pas beaucoup de sens. Et pourtant, la réalité montre que ce n'est pas le cas. Et vous l'évoquiez tout à l'heure, nous avons avec la Covid-19 un excellent exemple du fait que si on s'était un peu penché sur le passé des épidémies, eh bien on serait moins surpris au moins de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce que j'ai entendu Axel Kahn sur une radio l'autre jour nous dire. Pour lui, c'était naturel. Écoutez, combien il va y avoir de rebonds, combien il va y avoir de vagues. Regardons ce qui s'est passé dans le passé. Regardons en 1918-1919 la fameuse grippe espagnole. Regardons ce qui s'est passé même avant les grandes épidémies. Et on peut avoir des éléments de réponse. L'histoire a quand même une certaine vertu, contrairement à ce qu'on dit. Mais justement, comme on ne fait pas l'histoire des sciences, on ne prend pas la mesure des conditions dans lesquelles les émotions, la subjectivité est investie dans la pratique scientifique. Et on présente la science comme un résultat donné, et en conséquence... les gens disent non, moi je veux pas, j'y crois pas, et c'est pas du même ordre ce que vous disiez tout à l'heure. Moi j'ai aucune raison de croire à ça. Et alors à ce moment-là, on est dans une impasse. Ouais. Et ça explique la mise en cause des sciences aujourd'hui, non? Oui, il y a ça, mais je voudrais un petit peu rebondir sur ce que disait Michel pour expliquer qu'on délaisse l'histoire des sciences en France. Je crois qu'il y a eu un événement qui a rendu difficile l'histoire des sciences, paradoxalement. C'est le marxisme. Rappelez-vous Brecht, Galilée. Dans Galilée, à un moment donné, il y a une tirade. Malheur au peuple qui a besoin de héros. Malheur au peuple qui n'a pas de héros. L'héroïsme, l'héroïsation de la science, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et nous, on a répondu globalement, institutionnellement, à l'alternative en refusant le héros, l'héroïsme. On a constitué une espèce de conception du monde qui a mis en avant l'histoire des sciences comme une espèce de processus sans sujet. C'est la raison qui avance. On a évoqué quelquefois Meyerson en histoire de la philosophie. La raison avance de manière continue, inexorablement. Et elle va vers quoi? Vers la transparence, vers la vérité. C'est Condorcet aussi qui nous suggérait cette idée-là. Ce qui fait qu'on a biffé complètement la part de l'héroïsme dans la science, c'est-à-dire l'individu travaillant solitairement ou avec d'autres, cherchant, désespérant, se trompant, enfin, etc. Cette dynamisation individualiste de la science, c'est cette dimension qu'on a perdue. Et on a perdu énormément en termes de pédagogie.
Et donc d'investissement émotionnel. D'investissement émotionnel, biographique. Le bon maître d'école qui savait parler de Pasteur, qui savait parler de tous ces grands héros de la science, on les a perdus, c'était fini. On ne devait plus faire que de l'histoire structurale, avec on dit souvent, c'est Bachelard qui le disait, que le dernier héros qu'on ait eu en science, c'est Einstein, qui est le dernier, sans doute, scientifique à travailler tout seul. Tout seul. Après, la science devient une affaire collective. Et devenant une affaire collective, elle biffe les individus et les émotions. Et par conséquent, les motivations. On a l'impression que la science fonctionne toute seule. Et ça, c'est dramatique pédagogiquement, et c'est dramatique d'un point de vue aussi motivationnel. Vous engagez moins facilement les jeunes dans la science si vous leur donnez à penser qu'ils vont d'abord s'installer dans des appareils institutionnels, avec des protocoles, avec des commissions de ceci ou de cela, des évaluations de ceci et de cela. Vous leur donnez pas la niaque avec ça. Est-ce qu'il n'y a pas une problématisation de la science qui, au fond, est à proposer à l'initiative des chercheurs pour essayer de séduire nos concitoyens quant à la science? Je pense qu'effectivement, l'exemple de Pasteur est excellent, parce que c'est vrai qu'on l'enseignait autrefois, ça faisait une très belle histoire. Et puis, on a dit, mais non, on a déconstruit cette histoire. Mais non, Pasteur a été un salaud, entre guillemets. Il n'a pas parlé de ses précurseurs. Il a pris des risques qu'il n'aurait pas dû prendre, etc. On a l'impression qu'il y a, quand on parle d'un personnage comme ça, il y a le choix entre deux alternatives. Soit c'est un saint, soit c'est un criminel. Comme si, entre les deux, il n'y avait pas la possibilité qu'il soit simplement un humain avec ses forces et ses faiblesses. Et qu'une fois qu'on a un peu levé cette idée naïve qu'il faut classer d'un côté ou de l'autre, eh bien là, on a quelque chose qui devient tout à fait passionnant, parce qu'à travers la description biographique d'une œuvre, eh bien, on peut révéler l'époque, mais on peut aussi révéler ses obstacles et puis la psychologie des acteurs. Et ça, c'est un élément qui a été aussi oublié de l'histoire des sciences, la psychologie des grands scientifiques. Je me souviens, j'avais écrit sur Jacques Monod, un biologiste moléculaire, et puis je me souviens, un collègue m'avait dit « Oui, c'est bien, mais c'est trop psychologique ». Parce que simplement, j'avais dit qu'on comprenait mieux comment Monod avait élaboré ses théories si on avait une certaine idée de sa psychologie propre, de sa formation protestante, d'une certaine vision du monde. Et pourtant, je pense que je n'avais pas entièrement tort, et je pense que cette psychologie personnelle, ces conflits personnels sont même très intéressants, car souvent ils orientent le travail scientifique. Alors, parfois pour le bien, parfois pour le mal, mais en tout cas, ils sont des acteurs du processus de développement scientifique. Et puis, ils font que les scientifiques n'apparaissent plus comme des robots, exactement ce que disait Jean-Michel, mais ils apparaissent comme des vrais acteurs de ce qu'ils ont fait, avec leurs défauts et leurs qualités. Jean-Michel Beignet, est-ce qu'on a assez lutté contre le scientisme? C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que, quoi qu'on fasse, le scientisme joue un rôle capital et en conséquence est rejeté par une partie de la population? Il est à la fois rejeté et réclamé, ce scientisme. Parce que si on parle aujourd'hui de la crise de confiance dans la science, c'est sans doute parce que bon nombre de gens mettaient une foi inconditionnelle dans la science. Ils étaient scientistes en ce sens-là, et ils sont dans une position de déception aujourd'hui.
hein. Donc là, le scientisme était réclamé. Maintenant, lutter contre le scientisme, ça passe précisément par l'initiation, par l'apprentissage des méthodes. C'est ce qu'on espérait avec la Covid-19. On disait, au fond, la bonne réaction aurait été de la part de la population de demander non pas des comptes aux scientifiques, mais des informations sur la manière dont ils travaillent. Comment vous faites quand vous êtes dans un laboratoire? Comment ça se manage une discipline scientifique? C'est ça qui aurait été précisément une démarche anti-scientiste. On ne fait pas confiance à la science. On veut simplement savoir comment elle fonctionne. On voudrait démonter un petit peu le processus de production de la preuve, qui est si importante aujourd'hui. Et c'est ça, donc je suis d'accord, il faut lutter contre le scientisme, et lutter contre le scientisme, c'est initier à la méthodologie des sciences, et donner le sens de cette relativité qui est extrêmement important pour précisément faire endosser la science à des individus. Merci à tous les deux. Alors, je voudrais recommander donc l'histoire de la biologie moléculaire qui est due à Michel Morange, et puis La vie, l'évolution de l'histoire chez Odile Jacob, aussi pour Michel Morange, et pour Jean-Michel Beignet, recommander particulièrement ce livre qui s'appelle La croisée des sciences, questions d'un philosophe, publié au Seuil. Merci à tous les deux. Peut-on encore faire confiance à la science? Dernière partie, notre grand témoin est Étienne Klein. Étienne Klein, bonsoir, vous êtes physicien, bonsoir. Vous êtes spécialiste notamment de la question du temps. Et je dirais que le travail que vous faites au CEA, c'est un travail de chercheur et en même temps un travail de pédagogue, puisque vous avez une émission à France Culture qui s'appelle Conversation scientifique, mais en même temps conversion à la science sans doute. Et vos livres, c'est Le facteur temps ne sonne jamais deux fois, Un discours sur l'origine de l'univers, énormément de livres évidemment, Le small bang des nanotechnologies. Je dis ça parce que je vous cite ceux qui m'ont marqué. L'urgence du long terme, aux éditions d'Observatoire. Psychisme ascensionnel, alors ça c'est quelque chose de récent. Vous nous expliquez comment en faisant de la montagne, on fait de la recherche scientifique, d'une certaine façon, vous posez des questions. De Pascal, effectivement. Voilà. Et puis un tract chez Gallimard, dans la collection Tract, Le goût du vrai. Alors je voudrais vous dire, vient de tomber donc effectivement une statistique étonnante, selon laquelle la France a rétrogradé du point de vue de la compréhension des sciences. En CM1, CM2, nous serions maintenant à la dernière place en Europe du point de vue de la connaissance des mathématiques. C'est absolument incompréhensible compte tenu du lien qu'il y avait entre la France et la recherche scientifique. Comment expliquer comme ça que nos enfants, CM2, CM1, ne s'intéressent pas à la science? Alors c'est une enquête qui porte sur CM1, CM2, mais aussi quatrième, classe de quatrième. Et on est en effet dernier en Europe. On est avant-dernier des pays de l'OCDE. Le dernier pays, c'est le Chili. On est au niveau de la Roumanie. Et en effet, ce qui est impressionnant, c'est la vitesse de la chute, si j'ose dire. En quelques années, on a perdu beaucoup de points. Et il y a cette contradiction. Vous me demandez de l'expliquer, j'en suis incapable. La France a des médailles Fields en mathématiques, des gens très forts. Médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et puis, il y a ce résultat qui tombe, qui n'est pas une grande surprise, parce que la chute a été amorcée il y a quelques années, mais il y a là un écart dont on peut se demander comment le même système républicain est capable de les produire également, c'est-à-dire avoir une élite hyper formée, très compétitive, j'aime pas le mot, mais en mathématiques sur le plan international, et puis une chute complète du niveau scolaire des enfants de CM1, qui est un âge, on le sait, assez décisif pour l'apprentissage des sciences. Et donc j'espère qu'on va actionner une forme de signal d'alarme et prendre des mesures. Je ne sais pas lesquelles d'ailleurs, mais quand l'Allemagne avait été elle-même rétrogradée dans le classement PISA, il y a quelques années, ils avaient pris des mesures énormes pour se maintenir à niveau et essayer de rattraper la tendance. Alors est-ce que ce n'est pas dû au fait que l'évolution des sciences présente, comme vous le dites vous-même dans Le goût du vrai, au fond un trouble, provoque un trouble? Il y a des thèses qui déplaisent et on voudrait que ça plaise. Et qu'au fond, l'appréciation de la science
devient psychologique, et puis surtout le fait qu'on parle avec assurance de ce qu'on ne connaît pas, et que très souvent, ce qu'on connaît, eh bien, on n'en a même pas forcément conscience. Alors, on dit souvent il faut que les gens acquièrent le goût des sciences. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette formule. Je pense qu'il faut d'abord donner du goût à la science, Oui, voilà. et ensuite on pourra la transmettre. Mais l'expression « le goût du vrai », je l'ai emprunté à Nietzsche. Dans son livre « Humain, trop humain », il a un passage qui s'appelle « L'avenir de la science », qui fait une page, et je vous recommande de lire parce que il décrit le monde d'aujourd'hui, avec plus d'un siècle d'avance. Il dit « le goût du vrai va disparaître à mesure qu'il donnera moins de plaisir, que la vérité donnera moins de plaisir ». Et il prend l'exemple de la table d'addition qu'on apprend à l'école, 1 + 2 = 3, etc. On apprend par cœur. Mais quand on apprend par cœur, on n'a aucune idée de l'effort intellectuel, du saut dans l'abstraction qu'ont fait les premiers qui ont eu l'idée d'ajouter non seulement des choses, ce qui est facile à faire, une banane plus 2 bananes, ça fait 3 bananes, non seulement des choses, mais des nombres. Les Babyloniens, il y a plusieurs millénaires, quand ils comptaient l'effectif d'un troupeau de vaches, n'utilisaient pas les mêmes symboles, la même numération que lorsqu'ils comptaient l'effectif d'un troupeau de moutons. Donc on comptait des choses, pas des nombres. Oui. Et un jour, un type a dit, mais moutons ou vaches, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le nombre. Et ce gars-là, qui était un génie, dont le nom n'est pas resté dans l'histoire, ben voilà, quand on comprend que derrière la loi d'addition, qui est souvent présentée comme le summum de la trivialité, de la banalité, de l'évidence, quand on voit qu'elle est le résultat d'une aventure de la pensée absolument fabuleuse, on change la donne. C'est vrai, quand vous évoquez la notion de plaisir, que la science est du goût, vous le dites clairement, l'idée de science a divorcé de celle du plaisir. Or, il faudrait réérotiser tout ça. Mais la science, c'est pas que du plaisir. Bien sûr. D'accord. Par contre, dans la manière c'est comme de le football, football, c'est comme la course à pied. Au début, c'est quand même pénible de courir. Et puis, on accepte de faire des efforts parce qu'à la fin, on sait qu'on peut avoir des joies. On gagne une course, on participe à une course, on termine une épreuve. Et ben, les joies sont pas commensurables. La joie qu'on éprouve quand on marque un but est une joie qu'on ne peut pas éprouver sans marquer de but. Elle est spécifique de ce geste ou de cette situation. Mais la joie intellectuelle, pendant des années, ou disons pendant longtemps, vous ne comprenez pas quelque chose. Et puis un jour, grâce à votre effort ou grâce à quelqu'un qui vous donne une clé, grâce à un professeur, vous comprenez. Mais c'est des joies qui ne sont pas reproductibles dans d'autres situations. C'est des joies très spécifiques. Et la science, elle permet, au prix d'efforts mesurés, d'éprouver une quantité de joie intellectuelle qui font qu'on en a pour son argent, enfin pour son investissement. Et Ténclin, vous nous appelez à refonder la rationalité scientifique pour sauver, au fond, la vérité du relativisme. Et je voudrais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est que cette refondation, comment elle doit faire pour que la science devienne effectivement une affaire publique, pour que la République soit, comme disait Bergson, puisque vous citez curieusement Bergson, c'est pas un philosophe que j'adore pour vous dire la vérité, non. Et donc j'ai été étonné de l'avoir sous votre plume. La République est une véritable cité des esprits où la liberté serait l'affranchissement des intelligences et l'égalité, un partage équitable de la considération. Je pense qu'il y a deux façons de concevoir la République qui s'opposent complètement et qu'il faudrait peut-être un peu réconcilier. La première, c'est celle que défend Bergson, c'est-à-dire une politesse de l'esprit. C'est-à-dire que chacun peut expliquer à quiconque ce qu'il fait, ce qu'il pense, et puis réciproquement, il peut entendre ce que les autres font autour de lui. Sans agressivité, en écoutant chacun argumenter ce qu'il appelle la politesse de l'esprit. Et puis il y a une autre conception qui dit une république, c'est de mettre ensemble des gens qui ne sont pas d'accord, qui ont des croyances différentes. Et donc c'est des gens qui, s'ils acceptent le jeu de la République, vont être heurtés en permanence. Parce qu'ils vont entendre des choses qui leur sont désagréables, leurs croyances vont être contestées, etc. Et donc c'est difficile pour l'intellect et même pour la sensibilité de vivre en République. Et je pense que voilà, si on refuse la confrontation, la discussion, l'insulte parfois, alors on plaide implicitement pour une forme de communautarisme où chacun se met dans sa communauté justement et n'entend que des choses qu'il croit déjà. Et aujourd'hui c'est très facile avec Internet. Chacun peut créer son chez-soi idéologique en choisissant les silos cognitifs dans Internet, et ils sont très nombreux. Il y a l'embarras du choix. Mais en plus, c'est fait de telle façon qu'on vous soumet des choses qui déjà vont vous les algorithmes vous soumettent, font de vous un client très, très sollicité pour les biais de confirmation.
Et constamment, on vous propose ce qui va dans le sens de ce que vous pensez. Et vous ne cessez d'avoir la confirmation de vos propres croyances sur Internet. Et ça, c'est évidemment très difficile à combattre, parce que la société, au lieu d'être travaillée par des classes sociales qui s'affrontent politiquement, se structure plutôt en strates cognitives qui ne communiquent plus entre elles. Vous regardez un documentaire complotiste, mais vous n'allez pas lire les journaux dans lesquels on montre que c'est complètement faux. Et si vous lisez les articles qui montrent que c'est complètement faux, vous ne regarderez pas le documentaire. Donc la société se structure comme ça, en une sorte de millefeuille, dont chaque feuille correspond à une strate cognitive imperméable au discours des autres. Pour revenir disons, au plaisir de celui qui met un but en foot, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais que je peux éventuellement envisager, eh bien, vous expliquez que la rationalité, quand on a du plaisir, elle est élargie à quelque chose comme une poétique. Vous parlez d'une poétique. Et c'est ça que je voudrais essayer de voir avec vous. Quand vous dites poétique, j'ai immédiatement pensé à Bachelard, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cette poétique? Et comment est-ce que quelqu'un qui veut comprendre le réel s'investit dans cette poétique à partir du moment où on lui a donné les prémices de cette poétique, c'est les prémices de la connaissance? Et est-ce que finalement, c'est pas ce passage de la connaissance à la poétique qui manque et qui explique notre chute en CM1, en 4e? Bon, qui l'explique peut-être en partie, mais en effet, moi je suis un grand lecteur de Bachelard et je pense que lui a réussi à marier la rationalité et, disons, l'imaginaire, comme il l'appelle aussi. Hein. Et je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait faire dans l'enseignement. Finalement, quand on parle de l'histoire des sciences, il y a deux façons de faire. Soit on met en scène des génies, ceux que Jean-Michel Beignet tout à l'heure appelait des héros. Voilà, des grandes figures qui ont donné leur nom à des théories ou à des lois ou à des phénomènes. Et on a l'impression que ces génies se parlent à distance, sans s'être rencontrés, mais ils se parlent de génie à génie. Un peu comme c'est représenté dans la fresque qui est au musée d'art moderne de Dufy, la fée électricité. On voit une grande fresque qui représente tous ceux qui ont collaboré à distance et à des endroits différents de la planète à la compréhension et aux applications de l'électricité. Et puis il y a une autre façon de faire qui est de dire, mais finalement non, toutes les idées sont dans l'air, il y a une sorte de mouvement de la pensée, et les génies en question sont simplement des gens qui ont attrapé les idées qui étaient dans l'air du temps et leur ont donné leur nom. Et moi je pense qu'il faut les concilier, ces deux façons de voir, et qu'il faut relativiser notre relativisme. Que notre relativisme finalement il est comme le cholestérol. Il y a le bon et le mauvais. Le bon relativisme, à mon avis, c'est celui qui fait voir que le contexte joue un rôle dans l'émergence des idées. Parlons d'Einstein. En 1905, il est à Berne, au bureau des brevets. Il n'a pas de thèse de physique. Il est complètement ignoré de l'académie, de l'université. Il n'a pas pu y entrer parce qu'il n'avait pas de lettre de recommandation de la part de ses professeurs de Zurich. Et il travaille à examiner des brevets déposés par des ingénieurs suisses et allemands qui cherchent à synchroniser les horloges à distance, qui était la grande préoccupation technique de l'époque. Et c'est en regardant ces brevets qu'il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'interprétation de l'électromagnétisme qu'on faisait à l'époque avec l'éther luminifère. Bon. Et il dira lui-même que s'il avait été à l'université, il n'aurait pas fait cette découverte. Mais il travaille avec 28 autres ingénieurs à cet office des brevets, et c'est pas eux qui ont les bonnes idées. Donc le génie d'Einstein a quand même joué un rôle. Donc il y a eu combinaison d'un contexte particulier dont l'esprit d'Einstein a bénéficié, et puis de l'intelligence propre d'Einstein qui a, à la différence des autres, vu le problème et trouvé le moyen de le résoudre. Et ça fait une poétique, ça fait des histoires à raconter, et je pense que vous parliez tout à l'heure d'enseigner l'histoire des sciences, mais c'est impossible, c'est beaucoup trop vaste, c'est beaucoup trop vaste. Non, mais dans chaque discipline, chaque scientifique devrait enseigner l'histoire. Mais ce qu'on peut faire de façon très simple, c'est chaque année, à tous les niveaux scolaires, depuis la primaire jusqu'à l'université, on raconte aux enfants, aux élèves, aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, l'histoire, une par an, l'histoire d'une découverte. Et on raconte l'histoire complète, pour que les jeunes gens voient comment, dans l'histoire des idées, une connaissance s'est constituée comme connaissance. Il y avait une question, il y avait des gens pas d'accord. Ceux qui se sont trompés, entre guillemets, n'étaient pas moins intelligents que ceux qui ont gagné, mais le réel a parlé. Enfin, un bout de réel a parlé. Et ça provoque d'abord des belles histoires,
C'est passionnant, ça met en avant des personnages, des systèmes de pensée, de l'idéologie parfois, des caractères, des tempéraments, des boussoles intérieures. Et ça fait des belles histoires à raconter. Mais par exemple, qu'est-ce qui nous fragilise dans le climat actuel? C'est que nous avons tous beaucoup de connaissances scientifiques. Nous savons que la Terre est ronde. Nous savons que l'atome existe. Nous savons que l'univers observable est en expansion. Nous savons que les espèces vivantes animales évoluent. Mais qui parmi nous est capable de dire comment on a su que la Terre est ronde? Mais personne. Comment est-ce qu'on a su que l'atome existe? Personne n'est capable de le dire. Et donc, nous avons une mauvaise connaissance de nos connaissances. Il y a un peu plus d'1 an, souvenez-vous, dans toutes les grandes villes du monde, défilaient des jeunes gens préoccupés par le climat. Et il se trouve que c'est au mois de septembre 2019, la manifestation qui se préparait près de chez moi rassemblait des milliers de personnes. Alors, je ne sais pas si c'est la police ou si c'est les organisateurs, mais il y avait du monde. Et j'ai pris 10 jeunes gens qui étaient là. J'aurais dit, écoutez, si vous acceptez de discuter avec moi, je vous paye un café. Il y avait 4 élèves de terminale, 3 élèves de Sciences Po et 3 élèves de première année universitaire en sciences. J'ai discuté avec eux pendant longtemps, pendant 1 heure, et j'ai été frappé par leur maturité politique, leur engagement, leur argumentation, leur souci politique du monde commun. Enfin, c'était des gens beaucoup plus mûrs que moi à leur âge. Bon. Mais à la fin, je leur ai demandé, les amis, c'est quoi l'effet de serre? Pourquoi le fait de brûler un peu de carbone, de charbon, de pétrole ou de gaz, c'est un problème pour le climat? Il y a du CO2 dans l'atmosphère naturelle, par les éruptions volcaniques et bien d'autres phénomènes. Bref, je leur sors des arguments climato-sceptiques. Et aucun n'est capable de me répondre. Ce qui n'est pas grave, ils sont jeunes. Mais vous voyez qu'il y a un moment où la militance doit s'accompagner de compétences. Sinon, la bataille est purement idéologique et ne permet pas d'avancer autrement que en organisant une sorte de guerre des tranchées qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce que vous voulez dire, au fond, c'est que le raisonnement ne s'enseigne plus. C'est-à-dire que très souvent, on ne donne pas le raisonnement, mais on donne le résultat. En tout cas, pour moi, la République, pour revenir à ce sujet, elle a à voir avec l'argumentation. On laisse place à l'argumentation. Et je pense que la science est victime, dans sa présentation publique, d'une crise de la patience. D'ailleurs, le mot « débattre », si j'ai bien compris, c'est un mot qui date du XIIe siècle, qui est un mot qui signifie ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. Or, dans beaucoup de chaînes d'information continue, on voit bien que le débat est le contraire de ça. C'est-à-dire on prend des gens dont on sait qu'ils ne sont pas d'accord entre eux et on organise un clash. Un clash qui va peut-être faire de l'audimat, mais qui ne laisse aucune place à l'argumentation. Et donc, c'est le retour de la sophistique, de la rhétorique. Ceux qui n'ont pas de surmoi vont l'emporter, etc. Ça me rappelle ce que disait M. Marcel Mauss, donc théoricien du don, qui disait que la civilisation, en gros, ça consistait à s'opposer sans se massacrer. Et c'est exactement ce que vous dites, effectivement. On préfère une sorte de massacre symbolique. Oui, voilà, bien sûr. Donc, instituer un débat qui permette, effectivement, de ne pas se massacrer et, au contraire, d'échanger des biens ou de la parole. Et si on invite un scientifique, il n'a pas le temps d'expliquer comment la connaissance qu'il défend est devenue une connaissance. Donc, on dira que ce qu'il dit relève de l'argument d'autorité, qu'en plus, il est financé par le Big Pharma ou je ne sais quoi, et du coup, il sera discrédité. Et donc, c'est quand même assez stupéfiant qu'il y ait ce double mouvement qui avait été analysé par un philosophe britannique qui s'appelle Bernard Williams, dans un livre qui s'appelle Vérité et Véracité, ou Véracité et Vérité, je ne sais plus dans quel sens ça marche, mais il montrait que nos sociétés sont parcourues par 2 courants de pensée qui normalement devraient se neutraliser parce qu'ils sont contradictoires l'un avec l'autre, mais qui en réalité, à cause d'un phénomène pervers, se renforcent. Le premier, c'est le désir de véracité. Nous sommes éduqués, formés, informés, et on ne veut pas être dupes de discours tenus par l'élite, par certains, etc., par des gens trop nombreux qui diraient ce qu'ils disent, non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'ils ont intérêt à le dire. Et il montre que ce désir de véracité, qui est parfaitement légitime en démocratie, en fait, enclenche dans la société un processus critique généralisé qui vient défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Et donc, le désir de véracité aboutit à un déni de vérité. Et je pense qu'il avait raison, et que le désir de véracité prend des formes un peu extrémistes qui confinent au complotisme. Qui aboutit, c'est ce qu'on appelle la post-vérité aujourd'hui. Une espèce
contestation, Oui. de principe. Oui, la post-vérité, ou alors, parce qu'on associe par exemple Donald Trump à la post-vérité, aux faits alternatifs, mais on accuse Donald Trump de mensonge. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec cette analyse, parce que Donald Trump ne ment pas. Pourquoi ? Parce qu'un menteur qui ment, c'est qu'il ment. Autrement dit, un menteur connaît la vérité. Sauf les mythomanes qui inventent des récits. Mais un menteur normal, si j'ose dire, quand il ment, il sait qu'il ment. Bon. Un sophiste. Voilà. Mais lui, non, c'est bullshit. C'est-à-dire qu'il ne connaît même pas la vérité. Il s'en fiche. C'est ce que vous appelez le populisme scientifique. Oui, sur le climat. L'histoire de l'eau de Sur le Javel. climat, il n'a jamais lu un rapport. Donc il ne sait pas ce qu'il y a dans les rapports. Il dit simplement ce qu'il pense devoir dire pour séduire une partie de l'électorat américain. L'histoire de l'eau de Javel, à propos du Covid, enfin, ça a été quand même magistral. Alors ça, je vous ne sais citez. même pas s'il y a un mot pour qualifier ça. Oui, on C'est le parce cherche, que c'est on pas- cherche toujours. C'est une sorte de je sais pas, d'arrogance, de mépris pour les gens qui cherchent. C'est l'idée que son instinct, un instinct qu'il a eu du virus, un instinct qu'il a du climat, son instinct était plus précis, mieux renseigné que la démarche de connaissance que mènent les chercheurs qui se trompent, qui hésitent, qui balbutient, qui reviennent en arrière, qui parlent au conditionnel. Voilà. Et ça, c'est ce que je trouve extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire que la connaissance se trouve paradoxalement disqualifiée au motif que certains qui ont l'instinct du monde auraient des discours plus vrais que la connaissance qui n'est jamais qu'approximative et qu'on peut toujours remettre en question. Et d'ailleurs, vous citez un grand philosophe postmoderne, Jean-Claude Van Damme, vous le citez, Oui, et qui dit en vérité, il n'y a pas de vérité. Et donc là, postmodernité déjà bien usée, elle n'est-elle pas prisonnière de cette circularité-là? Et c'est l'histoire... Vous diriez qu'il y a un relativisme de mes sources. Il y a Bergson. Non, mais il y a un bon relativisme, vous l'avez dit. Mais donc ça renvoie à cette histoire que vous avez vécue, vous pouvez la dire très rapidement, mais à la Sorbonne, quand vous évoquez la rotondité de la Terre. Un traumatisme pour vous. C'était un débat incroyable, un débat dans Grand Amphi la Sorbonne, avant le confinement, donc il était plein, retransmis par France Culture. Le thème, c'était « La science dit-elle le vrai ?» Et on était 3 avec l'animateur, plus une dame, professeure émérite à l'université. Et elle explique que les scientifiques sont des gens qui changent le lundi matin ce qu'ils pensaient le vendredi soir, qui est une sorte de réactivation, de contestation de ce qui a été pensé en permanence, et que la science n'arrive jamais à se stabiliser. Et que la science, finalement, c'est une sorte de construction sociale qui dit des choses de l'époque et pas du tout du réel. Bon. Et je l'avais contesté en disant que c'était pas si évident, parce qu'en physique, par exemple, il y a eu des millions de découvertes depuis un siècle, mais il n'y a pas eu de révolution. Il n'y a pas eu de révolution. La relativité générale qui décrit la gravitation, qu'on utilise aujourd'hui, c'est celle d'Einstein, 1915. Oui. La mécanique quantique, c'est les années 20. À des époques où on ne connaissait pas grand-chose, mais on a trouvé des bonnes théories, des bons concepts. Bon. Et puis, je le disais, il y a quand même des vérités de science dont on ne voit pas comment elles pourraient être remises en cause dans le futur. Par exemple, la Terre est ronde. Elle n'est pas sphérique, hein. Géoïdale, exactement. Voilà. On progresse encore dans l'étude de la forme précise de la Terre, notamment au fond des océans, etc. Donc, voilà. Mais en tout cas, elle n'est pas plate. C'est pas un disque, ok ? Et là, elle m'interrompt et elle me dit, on n'est pas à l'abri d'un nouvel Einstein qui nous démontrera qu'elle est plate. Et là, j'étais tellement... Parce qu'elle est professeure, donc quand on a le droit d'être absolument sceptique. Mais quand on est sceptique à ce point, qu'est-ce qu'on peut enseigner ? Qu'est-ce qu'on peut enseigner ? Et puis c'est surtout la référence à Einstein. C'est l'idée que nous, on dit qu'elle est ronde, parce que personne parmi nous n'est assez intelligent pour avoir compris qu'en fait, elle est plate. Et c'est un argument de physique théorique transcendantale qui nous fera voir qu'en fait, oui, elle est plate. Et là, je me suis dit qu'on était quand même... mal barré, et qu'en effet, il y a plusieurs niveaux de relativisme qu'il faut savoir distinguer. Alors justement, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'il en est de la différence entre science et recherche, parce que j'ai trouvé que c'était très, très, très clair ce que vous disiez. Il y a des réalités scientifiques, la Terre est ronde, elle n'est pas plate, et puis maintenant il y a la recherche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va affiner
le fait que la Terre est ronde, comment est-ce qu'on va petit à petit débattre éventuellement de quelle manière elle est ronde et qu'est-ce qui est rond et qu'est-ce qui n'est pas totalement rond, etc. Et donc là où il y a débat sur la recherche. Et j'ai trouvé que c'était assez lumineux d'opposer d'une part le résultat scientifique qui n'est plus à contester et qui est à connaître, et puis ce qui fait l'objet de débats et donc de contradictions. Alors cette distinction, ça va vous faire sourire, mais dont j'ai pris conscience grâce à l'épidémie, par la mise en scène de la science, notamment dans les médias d'information continue. Moi, je suis arrivé en France le 26 mars 2020. J'étais au Chili, en quarantaine avant. Et quand je suis rentré en France, la France était donc confinée depuis une quinzaine de jours. J'étais surpris par le respect du confinement. Incroyable. Mais le 28 mars, il y a eu une conférence de presse avec le Premier ministre, le ministre de la Santé et des scientifiques. Et là, je me suis dit, tiens, incroyable, on a une occasion historique d'expliquer la méthode scientifique. Enfin, en l'occurrence, pour la médecine, la recherche en médecine. Il y a plusieurs méthodes scientifiques. Chaque discipline a sa façon de faire. Mais on voyait là des gens qui disaient ce qu'ils savaient, ce qu'ils ne savaient pas, quelles étaient les recherches qui étaient en cours pour répondre aux questions dont on ignorait les réponses. J'étais hyper optimiste au sens où je pensais qu'on allait pouvoir, en temps réel, jour après jour, expliquer ce que c'est qu'un essai en double aveugle, ce que c'est qu'un essai randomisé, pourquoi il ne faut pas confondre corrélation et causalité, ce qu'on a beaucoup fait par la suite. Oui. C'est pas parce qu'il y a des grenouilles après la pluie qu'on a le droit de dire qu'il a plu des grenouilles, etc. Et on a complètement raté cette porte ouverte et on a remplacé ça par mettre sur le plateau des gens pas d'accord entre eux. Et vous voyez bien que la différence entre la recherche et la science, c'est brouillé. La science, c'est quand même un corpus de connaissances dont on n'a pas lieu de douter tous les 4 matins. Je ne connais pas de chercheurs qui se demandent si la Terre est vraiment ronde. Ils ont un doute là-dessus. Ou si l'atome existe. C'est réglé, ça. Par contre, ce corpus de connaissances, il pose des questions dont nous ne connaissons pas les réponses. Et c'est pour ça qu'on fait de la recherche. Est-ce que le neutrino est identique à son antiparticule ? On n'en sait rien. On fait des expériences, etc. Et l'idée de doute, qui est consubstantielle à la recherche, quand on confond la recherche et la science, vient coloniser la science elle-même. Et on arrive à cette phrase absurde, la science, c'est le doute. Mais si la science, c'est le doute, et si je vois que les scientifiques qui parlent à la télévision ne sont pas d'accord entre eux, ben pourquoi moi, avec mon ressenti, mes croyances, je ne pourrais pas y mettre mon grain de sel ? On demande à la science de se ranger sous la coupe de l'opinion. Voilà. Et chacun a son opinion, et ça devient une confusion générale. Et moi, je me mets à la place du public. Comment il peut se faire une opinion ? Comment est-ce qu'il peut se forger une opinion ? Oui, c'est ça. Ce qui n'est pas la même chose qu'avoir une opinion. Avoir une opinion spontanément, c'est une sorte de façon de se dédouaner, de travailler la question à propos de laquelle on a une opinion. Par exemple, les Français ont une opinion sur la 5G. Pour ou contre. Ensuite, vous leur demandez, mais c'est quoi la 5G ? Moi, vous me demandez si je suis pour ou contre les OGM. Je ne sais pas trop. Vous me demandez qu'est-ce que c'est qu'un OGM ? Je suis incapable de vous le dire. D'accord ? Donc il faut arriver à trouver le moyen de réaliser de vrais débats dans lesquels on arrive, par la discussion, à accroître notre compétence. Sinon, c'est la guerre de tranchées qui se maintient. Parce que là, l'impression, l'image que ça a donné, effectivement, c'est, pour emprunter un mot à Nicolas de Cuès, c'est la docte ignorance. Il y a eu cette espèce de sentiment d'une docte ignorance. Bon, on disait des choses très contradictoires, mais au fond, il y avait une grande ignorance face à un nouveau phénomène. Et peut-être ce qui vous a échappé et qui est plein dans la polémique sur la Covid, c'est au fond, dans la mesure où on prenait ce médecin de Marseille comme étant le lieu même où on pouvait mettre en cause la doxa générale, être derrière l'hydroxychloroquine pour le Covid, c'était formidable, parce que ça mettait en cause, au fond, ce que tout le monde disait. Et donc, si vous voulez bien comprendre la vérité, regardez ce qu'à Marseille on fait avec l'hydroxychloroquine. On arrive déjà à guérir, et on veut vous le cacher. Avec l'invocation de Feyerabend contre la méthode, avec une lecture complètement fausse. Ce que montre Feyerabend en prenant l'exemple de Galilée, c'est qu'il n'y a pas une façon unique d'atteindre la vérité et que tout se vaut au sens où Galilée, en effet, il a fait des expériences, il a fait des expériences de pensée, il a fait de la théorie, il a paratiné, il a été sophiste. Bon, il s'est débrouillé, quoi. Mais il avait raison sur le résultat. Bon, il avait raison. Et du coup, ce que dit Feyerabend, c'est qu'il n'y a pas une axiomatique pour le vrai.
il faut combiner plusieurs choses. Et donc, il n'y a pas une seule méthode. Et toutes les méthodes doivent être prises en compte. Or, le médecin dont vous parlez, lui, a dit non, toutes les méthodes sont mauvaises. Et il dit un scientifique, c'est quelqu'un qui n'a pas de théorie dans la tête. Le contraire de ce que dit Feyerabend. Et il dit un scientifique, c'est quelqu'un qui ne se trompe pas. Erreur. Tous les scientifiques se trompent. Par contre, un scientifique, c'est quelqu'un qui est honnête. Honnête au sens où il accepte de discuter avec des scientifiques qui font la même chose que lui, qui s'intéressent à des questions semblables. C'est la discussion qu'on demande aux scientifiques. C'est pas le fait de balancer des résultats sur Twitter, sans les avoir discutés avec quiconque. Donc Feyerabend n'est pas celui qu'on nous présente là. Merci Étienne Klein. Alors je voudrais rappeler, donc, on peut lire de vous ce petit bouquin très clair, Pract, Le goût du vrai, qu'on a essayé de désosser ici. On peut lire le psychisme ascensionnel. Alors donc, quand vous faites de la montagne... C'est une phrase de Bachelard. Bachelard, dans L'air et les songes, parle de la philosophie de Nietzsche et de la montagne, du fait de grimper, du fait d'avoir le sens de la montée. Il invente cette expression, psychisme ascensionnel. Ouais. Le goût du vrai, c'est chez Nietzsche. J'ai toujours des titres qui sont chez quelqu'un, je le précise, parce que j'ai pas mis de guillemets, mais... L'urgence du long terme, c'est pas chez quelqu'un. Non, c'est tellement bête. Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, et le small bang des nanotechnologies non plus. Bon, Étienne Klein, merci. Alors maintenant, vous allez pouvoir fermer votre télévision et vous interroger sur, au fond, qu'est-ce qui est pratique scientifique et qu'est-ce qui est débat qui appelle la recherche. Et vous allez vous dire, en face de toute affirmation prétendument scientifique, est-ce que c'est de l'ordre de la connaissance ou est-ce que c'est encore de l'ordre du débat? Déjà, si on fait ce partage, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps. À la semaine prochaine.